Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce deuxième volet de notre série Maîtriser l'automatisation. Je me présente, Stéphane Hort, gestionnaire de compte chez Créaform. Ça fait plus de 20 ans que je gravite dans le monde de l'automatisation et je suis bien content de partager ça avec vous aujourd'hui. Je suis accompagné de mon collègue Tristan Peignet, responsable des opérations en automatisation et en ingénierie électrique. Ensemble, on va plonger dans un sujet aussi important que complexe, la conformité et la sécurité des machines. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Pour ce faire, utilisez le panneau de questions situé en bas à droite et on va prendre un moment à la fin de cette rencontre pour répondre à vos questions. Donc, on embarque ensemble là-dedans. Pourquoi est-ce si critique? Parce que derrière chaque système automatisé se cachent des enjeux humains, économiques et réglementaires majeurs. Les accidents industriels peuvent avoir des conséquences graves et avec l'automatisation croissante, les défis en matière de sécurité évoluent rapidement. Les normes se renforcent et la réputation des entreprises est directement liée à leur capacité à maîtriser ces aspects. Aujourd'hui, au cours de cette session, nous allons voir les normes, revoir les normes clés telles que la ISO 12100, la CSA Z432, la ISO 13849. On va aussi décomposer le processus d'analyse de risque. Ensuite, on va identifier les pièges courants et leurs solutions. Et surtout, en dernier lieu, on va vous proposer une approche structurée et collaborative pour intégrer la sécurité dès la conception, si c'est possible. Depuis sa création, Créaform a connu une évolution remarquable, portée par l'innovation et la croissance. Tout commence en 2002 avec la fondation de l'entreprise en tant que firme de services en ingénierie dès le départ. La mission est claire, accompagner les entreprises dans leurs défis techniques et aider à concrétiser leurs projets. En 2005, un tournant majeur s'opère avec le développement des premiers produits de numérisation 3D. Créaform se positionne rapidement comme un leader dans l'industrie. Une position que nous conservons encore aujourd'hui. Ces technologies sont utilisées pour automatiser le contrôle de qualité, la métrologie et la rétro-ingénierie. En 2013, Créaform rejoint le groupe Amtech, une société internationale regroupant plus d'une centaine d'unités d'affaires et comptant plus de 21 000 employés. Cette intégration marque une étape stratégique dans notre expansion mondiale. En 2021, l'acquisition de Crank Software permet à Créaform d'élargir son champ d'action vers le développement logiciel. Mettre de l'avant leur solution d'interface graphique embarquée, nous pouvons désormais améliorer l'expérience utilisateur sur les équipements industriels. En 2024, une nouvelle acquisition vient renforcer notre offre technologique. C'est Vertec, spécialisé dans les systèmes de projection laser pour le secteur manufacturier. Cette intégration nous permet de proposer des solutions encore plus complètes et adaptées aux besoins de l'industrie. Aujourd'hui, Créaform poursuit sa croissance. De nouvelles annonces sont à venir très prochainement, toujours avec le même objectif, repousser les limites de l'innovation et offrir des solutions à la hauteur des défis de nos clients. Prochaine. Donc, Créaform, c'est une équipe d'experts. Plus de 150 spécialistes en ingénierie multidisciplinaire, nos équipes couvrant un large éventail de domaines mécaniques, électriques, automatisation, logiciel, qualité et encore plus. Cette diversité nous permet de répondre à des projets complexes avec agilité, précision et expertise. Nous offrons une approche flexible. Notre force, c'est notre capacité à nous adapter à vos besoins, que ce soit pour vous offrir un accès rapide à des ressources sur demande, compléter vos équipes internes avec des experts ciblés ou prendre en charge des mandats clés en main. Nous proposons une approche souple, efficace et orientée sur les résultats. Finalement, une conformité aux plus hauts standards, Créaform est certifiée par les normes les plus exigeantes de l'industrie, telles que ISO 9001, 27001 aussi, et la ISO 14001. Nous assurons une gestion rigoureuse des données clients, y compris les informations sensibles, et nous sommes conformes aux standards des secteurs alimentaires, pharmaceutiques, aéronautiques et défense. Chez Créaform, nous couvrons l'ensemble des compétences nécessaires au développement de produits, du concept initial jusqu'à la mise en production. Premièrement, nous intégrons les réflexions de design industriel et d'expérience utilisateur en portant une attention particulière sur le look and feel des produits.
Cette approche permet de créer des solutions à la fois fonctionnelles, ergonomiques et esthétiques, en phase avec les attentes du marché. Deuxièmement, notre expertise en ingénierie de détail est complète. Elle englobe la mécanique, l'électrique et le contrôle. Nous intervenons également en génie manufacturier, en assurant le support au déploiement et à la production, pour garantir une transition fluide entre la conception et la fabrication. Enfin, nous nous distinguons par notre capacité en simulation avancée avec la plus grande équipe au pays dans le domaine. Nous utilisons les outils technologiques les plus performants pour répondre aux besoins en FEA, analyse par élément fini, en CFD, dynamique des fluides, et DEM, modélisation des matériaux granulaires. Et maintenant, pour entrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la conformité et la sécurité des machines, je cède la parole à mon collègue Tristan, responsable des opérations en automatisation. À toi, Tristan. Merci Stéphane et bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur la conformité et la sécurité des machines. Ce que je vais commencer par faire, c'est déjà voir le processus d'analyse de risque. Comment est-ce qu'on a l'habitude de travailler? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà ce processus, c'est vraiment une méthodologie qui est collaborative. C'est vraiment le point très important. Ça repose vraiment sur une approche qui implique l'ensemble de toutes les parties prenantes qu'on peut avoir autour d'une machine, que ce soit les opérateurs, les techniciens de maintenance, les responsables SST et tous les autres personnes qui peuvent graviter autour. En fait, cette collaboration, ça va vraiment permettre de croiser les expertises terrain, les expertises techniques, les expertises réglementaires, et ça va permettre aussi d'identifier vraiment les risques qui sont les risques réels qui sont liés à l'usage des équipements, au-delà de tout l'aspect théorique qu'on peut avoir. La première étape que l'on va faire dans ce processus d'analyse de risque, ça va être l'observation terrain. Donc, comme je vous disais, c'est multidisciplinaire. Le but de cette visite sur site, ça va vraiment être de détecter les écarts entre l'usage réel de la machine et la conception initiale. Toutes ces observations, ça va permettre de révéler les comportements à risque, comme par exemple, je sais pas, des désactivations de dispositifs de sécurité, des contournements. Voilà, ça va permettre de révéler ça. Et aussi tout ce qui est les conditions de travail qui ne sont pas vraiment prévues. Et tout ça, ça va vraiment être essentiel pour ajuster les mesures de mitigation. La deuxième chose qu'on va faire, en fait, ça va être l'analyse documentaire, que ce soit les journaux de maintenance, que ce soit les rapports d'incidents, toutes les données opérationnelles finalement qu'on peut avoir. Ça va vraiment permettre d'identifier tout ce qui va être les tendances un peu préoccupantes et surtout de compléter les observations terrain et renforcer finalement la compréhension des risques, qu'ils soient structurels ou organisationnels. La troisième chose que l'on va faire, une fois qu'on a réussi à recueillir toutes ces données-là, ça va être d'évaluer les risques, de faire une appréciation des risques. On va en fait ici répertorier tous les dangers qu'on va pouvoir observer, les classer selon plusieurs paramètres, essentiellement la gravité, la fréquence, l'exposition, j'y reviendrai dessus. Et cette approche, finalement, ça va être basé, l'output de cette approche, ça va être une matrice de risque qui va permettre de prioriser tout ce qui est les actions correctives, en cohérence avec les objectifs de sécurité et de productivité. Ça va être la troisième étape. La quatrième étape, ça va être la validation des systèmes de commande. Une fois qu'on a pu déterminer quels sont les risques et quelle est l'évaluation qu'on a pu en faire, on va mettre en place des systèmes de commande qui vont permettre d'atteindre un niveau de performance conforme à l'ISO 13849-1. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modéliser les architectures de commande et on va déterminer vraiment l'impact des défaillances et déterminer si elles sont au niveau des risques énoncés précédemment. Et enfin, le dernier point, ça va être la certification et la documentation. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va réaliser des tests fonctionnels finaux, vérifier que toutes les préconisations que l'on a pu établir dans les étapes précédentes ont bien été réalisées. Et on va pouvoir livrer ainsi un rapport, un certificat, tout ce qui va être la traçabilité finalement de la sécurité associée à tout ça. Donc, pour rappel, rapidement aujourd'hui, effectivement, on va voir beaucoup l'appréciation des risques et la validation des systèmes de commande à travers l'ISO 1200 dans un premier temps, la CSA Z432 qui est son adaptation aux pratiques canadiennes et l'ISO 13849 qui est vraiment la quantification de la fiabilité des systèmes de commande. Pour ce qui est de l'ISO 1200, donc vraiment l'ISO 1200, ce qu'il faut voir, c'est vraiment la méthode universelle reconnue dans l'ensemble du monde industriel pour l'appréciation des risques.
Contrairement à toutes les autres normes techniques qui se concentrent beaucoup sur des équipements spécifiques ou sur des méthodes d'intégration, etc., vraiment l'ISO 1200, ça va fournir c'est vraiment un cadre méthodologique global qui est applicable vraiment à toutes les machines, indépendamment de leur domaine, d'application ou de leur complexité. Vraiment, le but ici, c'est de garantir la réduction des dangers dès la conception d'une machine, en favorisant le plus possible des solutions qui soient intrinsèquement sûres et qui intègrent des protections complémentaires adaptées si la conception intrinsèquement sûre n'est pas possible. L'ISO 1200 va se structurer en 3 grandes étapes. La première grande étape, ça va être l'identification des dangers. Donc ici, c'est quels sont les risques associés à l'utilisation normale ou à la mauvaise utilisation prévisible de la machine. La deuxième étape, c'est plutôt l'évaluation des risques, l'estimation et l'évaluation des risques. Quelle est la gravité potentielle des accidents associés à ces dangers et surtout, quelle est la probabilité qu'ils se produisent. Et enfin, la troisième étape, ça va être la réduction des risques. Dans quelle mesure on peut mettre en place des mesures pour éliminer ou réduire les risques résiduels à un niveau acceptable. Donc ça, c'est les 3 grandes étapes de l'ISO 1200. Je vais essayer de détailler un peu plus chacune de ces grandes étapes. Donc, comme je vous disais, la première étape de l'ISO 1200, c'est identification du risque. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire cette identification du risque? On va d'abord déterminer les limites de la machine. Premièrement, c'est limites d'utilisation. Quels sont les modes de fonctionnement? Quels sont les modes d'intervention? Comment est-ce que j'utilise ma machine? Quelles sont les limites dans l'espace également? Voilà, quelles sont les amplitudes de mouvement? Quelles sont les exigences dimensionnelles pour les personnes qui ont une interaction avec la machine? Quelles sont les interactions humaines aussi avec cette machine-là? Et la troisième chose pour les limites de la machine, ça va être les limites dans le temps. Quelle est la durée de vie visée de la machine? Qui est quand même un point aussi assez important. Une fois que j'ai bien déterminé toutes les limites de la machine et toutes les limites de ce que je voulais analyser, je vais pouvoir identifier les phénomènes dangereux. Alors là, je vais vous reprendre la phrase de la norme parce que je trouve qu'elle est quand même assez parlante. La phrase de la norme dit concrètement, c'est l'identification systématique des phénomènes dangereux raisonnablement prévisibles, situations dangereuses et ou événements dangereux susceptibles de survenir au cours de toutes les phases du cycle de vie de la machine. Ce que j'aime bien là-dedans, en tout cas, ce qui est important à souligner, c'est vraiment le raisonnablement prévisible. C'est-à-dire que ici, il faut pouvoir prendre en compte que toutes les possibilités de comportement humain autour de cette machine, que ce soit sous stress ou que ce soit calmement, doivent être prises en compte. On peut très bien imaginer effectivement qu'un technicien de maintenance sous stress, il doit faire repartir sa cellule robotique, demande à son collègue de se faire enfermer parce que voilà, il avait des objectifs là-dessus. C'est des choses en sécurité machine qu'il faut pouvoir prendre en compte également. Donc, une fois qu'on a fini l'identification des phénomènes dangereux, on va pouvoir faire ici l'estimation du risque. L'estimation du risque, finalement, c'est regarder quelle est la gravité du dommage possible. Ça peut être effectivement de la blessure légère, de la blessure grave, voire du décès. Voilà, on va globalement faire ça selon ces 3 catégories-là. Et on va le multiplier, entre guillemets, par la probabilité d'occurrence, à savoir, est-ce que les personnes sont régulièrement exposées à ce danger? Est-ce que la probabilité qu'il se fasse mal à cause de ce danger arrive régulièrement? Et enfin, est-ce qu'on a la possibilité, est-ce que physiquement, j'ai la possibilité de m'écarter si ce danger arrive? Donc, tous ces facteurs-là vont nous permettre d'estimer le risque. Cette estimation du risque, ensuite, on va l'évaluer, on va faire l'évaluation du risque. Et finalement, cette évaluation du risque, ça va nous permettre de déterminer si une mesure de réduction de risque est nécessaire et à quel niveau. En fait, pour faire simple, l'estimation du risque va nous donner une note. Et cette note-là, on va se dire, OK, bon, bah là, on a vraiment un risque vraiment important avec une probabilité d'occurrence qui est vraiment importante. On va y faire quelque chose et on va y faire quelque chose de vraiment fiable. Ou alors, on se dit, c'est quasiment impossible et en plus de ça, la gravité est vraiment légère. Bon, ça, écoute, on peut mettre des mesures de mitigation vraiment plus légères. Ça va être les 2 premières grandes étapes de l'ISO 1200. La troisième grande étape, finalement, ça va être la réduction des risques. Là-dessus, la norme de l'ISO 1200 est très claire. Il faut mettre en place des réductions des risques sur une certaine hiérarchie. Le premier point à mettre en place, ou en tout cas à réfléchir, c'est vraiment la conception intrinsèquement sûre. En fait, l'objectif ici, ça va être de vraiment réduire le danger directement via la conception de la machine.
en évitant autant que possible de laisser des risques résiduels à gérer par que ce soit des dispositifs de sécurité annexes ou des pratiques opérationnelles, de la formation ou quoi que ce soit. Je vous donne un exemple assez concret là-dessus. Par exemple, un convoyeur sur lequel on peut avoir des risques d'écrasement ou de coupure, ben voilà, on peut par exemple limiter mécaniquement le couple de sortie du moteur. Comme ça, on peut se dire que le moteur sera incapable de fournir un effort suffisant pour blesser quelqu'un, pour écraser quelqu'un. Ou également, on peut, pour limiter les points de passement, on peut, à la place de chaînes de distribution, on peut mettre des courroies dentées qui vont permettre de transmettre le mouvement. Voilà, pour vous donner un peu une idée de ce qu'est la conception intrinsèquement sûre. Si vraiment on est incapable de mettre en place des conceptions intrinsèquement sûres, je vous donne un exemple, effectivement, j'ai une lame de coupe, si elle est faite pour couper, je ne peux pas l'empêcher de couper, donc je vais mettre des mesures de techniques de protection. Ces mesures de protection technique, ça va être vraiment la mise en place de dispositifs. Ça inclut que ce soit des barrières physiques, des détecteurs de présence, des éléments de contrôle, ce genre de choses, comme voilà, installer un rideau lumineux, installer un arrêt d'urgence, etc. Ça va vraiment être des mesures de protection technique. Et si vraiment on est capable de justifier qu'on était incapable de mettre l'une de ces deux étapes-là en place, on peut effectivement mettre en place de l'information et de la formation. Globalement, c'est toujours bon, effectivement, à mettre en place. Vraiment, c'est, encore une fois, si on est incapable de mettre les autres en place, on va pouvoir faire de la formation aux opérateurs, donner des instructions claires, mettre en place des alarmes, combiner à une signalisation appropriée. Ça, voilà, ça va vraiment être les grands principes de l'analyse de risque de l'ISO 1200, finalement. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ici en Amérique du Nord, on a une norme qui s'appelle la CSA Z432, qui est la protection des machines, qui constitue vraiment le référentiel technique reconnu par les organismes de réglementation, que ce soit la CNESST ici au Québec ou les autres dans les autres provinces. Ce qu'il faut dire, c'est que la CSA Z432, ça ne constitue pas une alternative finalement à l'ISO 1200, mais c'est vraiment une adaptation et un complément spécifique qui est vraiment développé pour le contexte industriel canadien nord-américain. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la CNESST reconnaît explicitement la CSA Z432 comme une norme de référence pour l'évaluation de la conformité des machines. Cette reconnaissance, ça va finalement se traduire par une présomption de conformité réglementaire pour les équipements qui respectent ces exigences et qui facilitent considérablement les relations entre les organismes de contrôle et le processus d'inspection. Donc, la CSA Z432, elle reprend vraiment intégralement la méthode d'évaluation des risques de l'ISO 1200 que je vous ai décrit juste avant. On va avoir effectivement les 5 étapes classiques, que ce soit définition des limites, identification des dangers, estimation du risque, évaluation des réductions. Tout ça, ça reste identique. En revanche, effectivement, on va avoir quelques spécificités vraiment liées au contexte nord-américain. La première spécificité qu'on va avoir, c'est vraiment les mesures anthropométriques qui vont être adaptées. En fait, voilà, tout ce qui va être les distances d'atteinte, tout ce qui va être les hauteurs de protection, tout ce qui va être les ouvertures de protection, ça va vraiment être calibré selon les percentiles de la population canadienne, nord-américaine en général. Ce qui fait que ça va générer des distances légèrement différentes des standards européens ou des standards de la norme ISO. La deuxième grosse différence qu'on va avoir sur la CSA Z432, c'est que alors que l'ISO 1200, ça traite vraiment la consignation comme une mesure organisationnelle un peu floue, la CSA Z432, ça l'intègre vraiment comme une exigence technique dès la conception des machines. En fait, on va avoir une exigence spécifique sur la conception obligatoire de points de consignation qui soient accessibles, identifiables et des moyens d'isolation pour toutes les sources d'énergie. Cadenassables, évidemment, aussi. Donc ça va être la deuxième différence. Et la troisième différence, finalement, ça va être la documentation technique qui doit être, que l'on va devoir fournir, qui est plus importante, avec notamment une documentation plus extensive sur les justifications techniques et les choix de conception au niveau de ton analyse de risque. Les manuels d'utilisation qui vont avoir des structures vraiment très standardisées avec des sections qui sont obligatoires sur les procédures de sécurité et une traçabilité qui est renforcée avec des exigences de conservation et de mise à jour qui sont plus importantes. Donc, comme je vous le disais, la CSA Z432 découle vraiment de l'ISO 1200
avec ses particularités et ses reconnaissances ici en territoire canadien. Une fois qu'on a établi les grands principes généraux de sécurité avec l'ISO 1200 et tout ce qui est l'adaptation canadienne avec la CSA Z432, on va vraiment entrer dans le domaine technique plus spécialisé, c'est la sécurité fonctionnelle des systèmes de commande qui est vraiment relatif à la sécurité des machines. Tandis que l'ISO 1200, ça définit plus ou moins quoi protéger et comment, l'ISO 13849-1, ça va vraiment définir avec quelle fiabilité les systèmes de sécurité doivent fonctionner. Globalement, cette norme-là, elle va répondre vraiment à une question fondamentale, c'est quelle est la probabilité acceptable qu'un système de sécurité défaille de manière dangereuse. Cette norme, ça va fournir des méthodes sur quantifier la fiabilité des systèmes de sécurité, structurer les architectures de sécurité selon des niveaux de performance dont on va parler, valider la conception globale de notre chaîne de sécurité à travers des méthodes de calcul qui soient normalisées, et aussi assurer une traçabilité des choix techniques de sécurité. Donc, il va y avoir plusieurs concepts centraux qui sont importants dans cette norme-là. Ça va être le niveau de performance. Le niveau de performance, c'est vraiment central et ça va exprimer la capacité d'un système de sécurité à accomplir sa fonction dans des conditions prévisibles. En gros, on va avoir 5 niveaux qui soient définis de A jusqu'à E. La norme, voilà, comme vous voyez ici, elle va fournir une méthode graphique. Là, on a vraiment le graphique qui est tiré de la norme pour déterminer le niveau de performance que l'on doit atteindre. Et c'est basé sur 3 paramètres qui sont finalement issus de l'évaluation des risques. La première, ça va être le S, la sévérité, la gravité des dommages. Le deuxième, ça va être le F, c'est la fréquence d'exposition en danger. Et le P, c'est la possibilité d'évitement. Donc, vous voyez, en fait, finalement, toutes ces données-là, c'est les données que l'on a pu quantifier dans l'analyse de risque, qui est l'étape juste avant. Une fois que l'on a pu déterminer son niveau de performance que l'on doit atteindre, on va devoir effectivement vérifier que toutes nos chaînes de commande soient conformes à ces niveaux de performance que l'on requiert. Donc pour ça, on va avoir ici le graphe qui peut paraître complexe, mais qui ne l'est pas tant, je vais vous l'expliquer. En gros, l'idée, c'est de se dire, en fonction du niveau de performance que je dois atteindre, je vais devoir appliquer une certaine catégorie d'architecture qui est normalisée, elle également. Ces catégories vont de B, 1, 2, 3 et 4. En gros, elle varie vraiment selon, chaque architecture, ça varie vraiment selon 3 grands principes. Ça va être, premièrement, la fiabilité des composants utilisés. En effet, plus le risque est élevé, plus les composants ils doivent être robustes, certifiés, testés dans des conditions particulières. Le deuxième grand principe, ça va être la redondance. En effet, certaines architectures doivent intégrer systématiquement plusieurs canaux de sécurité pour que la fonction elle soit vraiment maintenue, même en cas de défaillance. Et le troisième paramètre, ça va être la capacité de détection des défauts. Est-ce que le système doit inclure des mécanismes de surveillance ou d'autotest pour identifier les pannes avant qu'elles ne deviennent dangereuses? Globalement, si je peux résumer tout ça, vraiment la diversification des architectures, ça va vraiment vous permettre de moduler le niveau de sécurité en fonction du risque, vraiment tout en respectant les exigences que vous avez vues nécessaires au niveau de performance et de fiabilité. Donc, comment est-ce que je vais faire mon calcul de fiabilité là-dessus? On va avoir globalement 3 grands paramètres principaux. Le premier paramètre, ça va être le MTTF que vous voyez ici. Ça va vraiment représenter le temps moyen avant qu'un composant ne tombe en panne. Ce paramètre-là, il va être vraiment fourni par le fabricant, ou on peut également l'estimer si jamais il n'est pas fourni par le fabricant, on peut l'estimer selon des données normalisées fournies par cette même norme-là. C'est le paramètre de base qui sert vraiment à calculer la fiabilité globale d'un composant et du système. On va avoir le DC, qui est le Diagnostic Coverage, ou couverture de diagnostic. Ça va indiquer vraiment la proportion de défaillance que le système est capable de détecter. Plus cette couverture elle est élevée, plus le système est efficace pour prévenir toutes les situations dangereuses. Pour l'estimer, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le nombre de défaillances dangereuses détectées par le système à l'ensemble des défaillances dangereuses possibles. Et cette évaluation, elle peut être réalisée finalement, encore une fois, soit à partir de données empiriques, soit de tests fonctionnels.
la grande majorité du temps, pour avoir ce paramètre-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se servir des recommandations qui sont issues de la norme ISO 13849, qui va nous permettre de nous donner un chiffre standardisé et fiable. Et le dernier paramètre principal que l'on va utiliser là-dedans pour valider la performance, ça va être le CCF, le Common Cause Failure, donc les causes communes de défaillance. Ça va vraiment désigner toutes les défaillances qui peuvent survenir simultanément sur plusieurs composants à cause d'un seul facteur commun. Par exemple, voilà, une surtension, j'ai une surtension, peut-être que je vais avoir plusieurs éléments qui vont failer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça, c'est un paramètre vraiment crucial dans toutes les architectures redondantes, parce que ça va vraiment permettre d'évaluer la vulnérabilité à des pannes multiples. Pour résumer un peu tous ces concepts-là, voilà, c'est vraiment comment est-ce que je suis sûr que mon système de commande est fiable. Au niveau de l'interface avec la CSA Z432, la CSA Z432 reconnaît vraiment les méthodes, elle reconnaît formellement les méthodes de l'ISO 13849-1 comme une référence pour tout ce qui va être sécurité fonctionnelle. Et ça crée finalement une espèce, comme je vous le disais, une espèce de continuité méthodologique entre l'évaluation du risque qui va nous donner une notation de notre risque et la conception des systèmes de sécurité qui sont à côté. Ce qu'on fait ici chez Créaform Ingénierie, c'est qu'on utilise le logiciel Systema, qui est un logiciel très répandu dans l'industrie finalement, et qui va nous permettre d'automatiser ce processus. Ce logiciel-là va nous permettre de modéliser des chaînes de sécurité. Donc tous les composants de sécurité qui vont intervenir dans la chaîne, on va pouvoir les intégrer. On va pouvoir calculer le niveau de performance que l'on atteint à travers des bibliothèques de composants. Ce qui va être intéressant, c'est que la plupart des fabricants fournissent ces bibliothèques de composants-là, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite, de ne pas avoir à calculer le MTTF, le DC, le CCF. Voilà, les grands fournisseurs de composants de sécurité industrielle sont capables d'avoir des bibliothèques qui ont déjà tout ça d'intégrer. Systema va aussi permettre de faire la vérification de l'inconformité. Donc, à travers toutes ces bibliothèques et ces modélisations des chaînes de sécurité, vérifier qu'on atteint bien le bon niveau de sécurité par rapport à ce qu'on a pu définir auparavant. Et enfin, on va pouvoir générer un rapport technique qui est vraiment très complet, très bien fait pour pouvoir derrière valider que notre chaîne de sécurité soit correcte. On a vu globalement les trois grandes normes qui régissent la conformité et la sécurité des machines. Il y a 6 pièges majeurs que chez Créaform Ingénierie, on a pu voir en général. Le premier piège majeur, ça va être... Excusez-moi, j'ai une petite problématique. Bon, bah écoutez, je vais vous le faire en live. La première erreur courante, finalement, ça va être la mauvaise évaluation des risques. Sous-estimer les dangers ou surestimer les capacités humaines, ça peut vraiment fausser toute la stratégie de sécurisation. Donc, cette mauvaise évaluation des risques est vraiment pénalisante. On a vraiment besoin d'une analyse qui est rigoureuse, qui est basée sur des outils comme le graphe qu'on a pu voir, le graphe de risque de l'ISO 13849, par exemple, qui va nous permettre de définir vraiment un niveau de sécurité qui soit réaliste. Le deuxième piège majeur, finalement, ça va être la confusion entre ce qui est sécurité, entre guillemets, homme et ce qui est sécurité machine. En fait, l'idée ici, c'est de ne pas confondre la sécurité de l'opérateur, à savoir, un peu vulgairement, qui rentre en bon état chez lui, avec ce qui est la sécurité intrinsèque de fonctionnement de la machine. Je ne veux pas que le mouvement de mon robot aille casser un capteur, par exemple. Voilà. L'idée, c'est de vraiment pas mélanger ces deux idées-là, parce que ce mélange-là, ça peut vraiment entraîner des conflits, d'une part, entre productivité et sécurité, et aussi des difficultés d'implémentation et des coûts de maintenance qui soient vraiment mal anticipés. Ensuite, on va pouvoir... bon, c'est revenu. On va pouvoir continuer. Le troisième piège, ça va être l'omission de la redondance. Comme je vous disais, certaines architectures ont vraiment besoin de cette redondance pour pouvoir pallier à des défaillances qui soient invisibles et qui peuvent aller jusqu'à l'accident. Donc, les architectures redondantes, conformes à la norme 13849-1, ça assure vraiment la continuité de la protection, même en cas de panne d'un composant clé. Le quatrième piège, ça va être la mauvaise intégration des dispositifs de sécurité.
un dispositif qui est vraiment mal positionné ou qui est trop intrusif, ça peut vraiment être contourné par les opérateurs et ça va créer des nouveaux risques qui sont parfois plus dangereux finalement que le risque initial qu'on cherchait à traiter. Donc là, vraiment, intégrer les retours de terrain dès la conception et discuter avec l'ensemble des parties prenantes va vraiment être importante. Le cinquième piège majeur, finalement, ça va être la formation insuffisante des opérateurs. Parce que finalement, même les meilleurs dispositifs, si ils ne sont pas expliqués pourquoi est-ce qu'ils sont là, etc., les gens vont avoir tendance à les rejeter. Donc c'est là qu'un plan structuré, vraiment avec des rappels réguliers qui permettent aux opérateurs vraiment de comprendre et de respecter les règles de sécurité et d'intégrer ces règles de sécurité, ça va être important. Et enfin, finalement, le dernier piège qu'on peut quand même assez régulièrement voir, c'est cette sécurité qui est perçue comme un frein à la productivité. En fait, lorsque les mesures de sécurité sont vues vraiment comme contraignantes, lourdes, là, c'est sûr qu'elles vont risquer d'être ignorées ou désactivées. Donc là, encore une fois, c'est là que cette multidisciplinarité de la démarche va être important pour vraiment concilier les exigences normatives avec vraiment une vraie réalité opérationnelle et garantir une sécurité qui soit durable sans compromettre l'efficacité. Je vais résumer ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, on a vu effectivement l'ISO 1200 qui est vraiment universelle, qui est la méthode universelle et qui va s'appliquer à toutes les machines pour vraiment avoir une démarche d'analyse et de réduction des risques. On va voir la CSA Z432 qui est son adaptation finalement à notre contexte ici canadien, Amérique du Nord. Et on va avoir, pour finir, l'ISO 13849-1 qui, elle, traite vraiment de la fiabilité des systèmes de commande et de tout ce qui est la sécurité fonctionnelle autour de tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et Stéphane, je te repasse la balle. Merci Tristan. Beaucoup de bonnes informations. Je reconnais plusieurs conversations du passé avec des clients. Tu pointes des choses extrêmement pointues, des enjeux qui sont dans les pièges, entre autres. Très intéressant. Merci pour ce partage. Ce que j'ai à vous dire à cet endroit-ci, c'est pourquoi choisir de collaborer avec des experts comme nous. Principalement parce que chez Créaform, on a la certitude d'être l'équipe qu'il vous faut pour aborder ces enjeux-là. Les enjeux de sécurité de machine, vos discussions d'analyse de risque, la mise en place des stratégies de conformité. Nous utiliser, ça permet d'accéder ponctuellement à des services spécialisés sans mobiliser vos ressources internes à long terme. Deuxièmement, ça accélère vos projets grâce à des experts disponibles rapidement. Ça permet de laisser vos équipes se concentrer là où elles apportent le plus de valeur pour plus de valeur ajoutée dans vos opérations. Et finalement, surtout, ça réduit les risques en vous appuyant sur des expertises de pointe en automatisation et en conformité réglementaire. Je pense qu'avec la présentation d'aujourd'hui, clairement, on a fait la démonstration qu'on était dans un terrain connu. On est vraiment sur notre X à cet endroit-là. Vous allez gagner en efficacité, vous allez gagner une tranquillité d'esprit, vous allez avoir l'assurance que vos équipements répondent au plus haut niveau, au plus haut standard de sécurité. Je vous invite à nous communiquer. Nos coordonnées sont disponibles sur cette page. Je serais très heureux de pouvoir discuter avec vous, principalement ce que les clients disent de nous ou sur quoi on est d'abord approché lorsqu'on parle de sécurité machine. C'est souvent le cadre normatif. Les gens veulent s'intéresser un petit peu plus à qu'est-ce qu'on comprend de ça, comment on l'interprète. Utilisez pas, manquez pas votre opportunité de nous utiliser à cet endroit-là puis de nous consulter. L'autre chose, travailler des stratégies de mise en place puis identifier les stratégies avec vous. C'est pour ça qu'on est utilisé le plus souvent. Je vous donne, je prends une minute pour vous dire qu'on a un autre rendez-vous le 30 octobre, un autre webinaire. Cette fois-ci, on va discuter de la vision industrielle. S'il vous plaît, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Prenez le moment pour vous inscrire. Puis, c'est le moment maintenant de répondre à certaines questions. Écoute, j'ai quelques questions qui entrent. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre, si ça ne vous dérange pas. Il y a une question ici, Tristan. À quel moment d'un cycle de projet on devrait impliquer les experts en sécurité machine? Là, la réponse est quand même à peu près toujours la même, c'est le plus tôt possible. En fait, que ce soit dans le cadre d'une machine neuve, par exemple, effectivement, on va essayer de limiter les coûts liés à un changement, une modification qui peut être liée à la conception. Donc, plutôt les experts finalement en sécurité machine seront impliqués, plutôt
ils pourront vous aider à orienter des conceptions qui intègrent tous les concepts que l'on a pu citer au-dessus, et aussi effectivement aussi intégrer des choix technologiques qui soient les plus efficaces et les plus judicieux sur vos machines. Ça, c'est pour le cas d'une machine neuve. Sur une machine effectivement qui est déjà existante, encore une fois, on va pouvoir gagner beaucoup plus en efficacité et en production sans vraiment imposer tout ce qui va être des mesures contraignantes qui vont être souvent surdimensionnées voilà, en production. Alors, en effet, j'aime bien ta réponse, puis tu as identifié certains pièges là, déjà qu'on veut éviter. Donc, le plus vite on est présent à réfléchir à ça, le plus vite on va être efficace dans notre démarche. J'ai une question ici. OK, lors d'une analyse de risque, comment déterminer si une mesure technique est suffisante ou si une modification de conception est nécessaire? On réfère à la norme 1200 ici, Tristan. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ce qui se passe, c'est que l'ISO 1200 va vous donner toute une partie évaluation des risques, une estimation des risques, comme on disait, où on va avoir finalement une note. On va proposer derrière une mesure de mitigation, selon la hiérarchie dont nous avons parlé. Cette mesure de mitigation-là, ensuite, on va pouvoir renoter ce risque-là en prenant en compte cette mesure de mitigation-là. En fonction du niveau qu'on va atteindre et de l'estimation de ce nouveau risque-là, on va se dire, on va prendre le choix de se dire, OK, on est arrivé à un niveau de risque acceptable ou non. S'il est non acceptable, on va devoir rajouter des mesures de mitigation jusqu'à arriver à une estimation du risque qui soit acceptable dans un consensus finalement avec toutes les parties prenantes. D'accord, merci. Une question que tu n'as jamais entendue, Tristan, écoute-la bien celle-là. OK? Est-ce que l'analyse de risque est obligatoire au Québec? Ah, effectivement, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu, ça. Non, tout à fait. Là-dessus, on va avoir la loi santé-sécurité du travail. Je vous dirai plus de bêtises, mais je crois que ça doit être quelque chose, mettons, comme l'article 51 ou quelque chose comme ça, qui impose vraiment de prendre des mesures nécessaires sur la protection de la santé des travailleurs. Donc, c'est là, à travers cet article-là, finalement, on est obligé de... Enfin, l'analyse de risque, ça devient vraiment nécessaire. Maintenant, l'ISO 1200 ou la CSA 432, c'est pas juridiquement contraignant, si je peux dire, c'est pas cité par la loi santé-sécurité du travail, mais c'est quand même vraiment reconnu comme des référents techniques qui sont fiables par la CNESST. Donc, en cas d'accident qui implique une machine, l'absence d'analyse de risque, ça peut être retenu comme un facteur aggravant dans la responsabilité finalement de l'employeur. Oui. D'accord, merci. Là, je vois une question qui vient de rentrer, puis j'ai comme l'impression qu'elle pourrait s'adresser à moi, mais s'il te plaît, je la nomme à haute voix, puis voyons si on peut y répondre ensemble. Comment est-ce que Créaform peut nous supporter dans le cadre des normes? Moi, ce que j'aurais le goût de vous dire avec ça, c'est purement de l'expérience. Ça relève de la structure et de l'approche. Alors, notre interprétation de la norme, notre expérience face à ce type de besoin, c'est à cet endroit-là qu'on peut devenir intéressant pour être consulté, pour répondre à vos questions. Tristan, tu ajouterais quelque chose là-dessus? Je pense que tu as tout dit, Stéphane. Très bon. OK. OK. Il reste que c'est toi le gars technique, fait que je préfère quand les questions techniques sont validées par toi, Tristan. Hey, merci beaucoup. Ça a été une super. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, super échange. Manquez pas notre prochain rendez-vous, 30 octobre, Vision industrielle, toujours dans la même série sur l'automatisation. Merci à vous tous.